aux représentants de l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable. Je vous demande de bien vouloir vous présenter ainsi que les personnes qui vous accompagnent. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé. Par la suite, nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Alors, messieurs, la parole est à vous. Et bonjour, mon nom est Alex Couture. Je suis le président du conseil d'administration de l'ACPER. Et également, je suis directeur production pour le Canada pour une compagnie qui s'appelle EDF Énergie Nouvelle Canada. On exploite des centrales solaires et éoliennes au Canada. Je suis accompagné de... Jean-François Sabré, je suis le PDG de l'association. Bonjour. Donc merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre et les membres de la Commission de nous accueillir aujourd'hui. C'est bien apprécié de pouvoir vous présenter nos commentaires et impressions sur le projet de loi. Si vous le voulez, je vais y aller rondement. Donc, d'abord, l'ACPER, donc on est le porte-parole de l'industrie au Québec. Notre association regroupe tous les intervenants du secteur des énergies renouvelables. Elle intègre dans son champ d'action les acteurs de la filière éolienne, du secteur des bioénergies, ainsi que de l'énergie solaire. L'ACPER salue l'intention du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de moderniser le régime d'autorisation environnementale découlant de la loi sur la qualité de l'environnement, lequel n'a fait l'objet d'aucune révision en profondeur depuis son adoption en 1972. Nous croyons qu'il est tout à fait avisé pour le législateur d'adapter cette loi afin qu'elle prenne en considération les nouvelles réalités économiques, sociales et environnementales du Québec. L'ACPER tient à rappeler qu'elle partage entièrement les objectifs recherchés par le gouvernement, à savoir un nouveau cadre législatif et réglementaire clair, prévisible, cohérent et transparent. Oui, alors nous mettrons l'emphase dans un premier temps sur l'importance de soutenir tout en encadrant adéquatement les projets d'énergie renouvelable afin que nous puissions atteindre les objectifs de réduction d'émissions de GES que nous nous sommes fixés collectivement. À ce chapitre, il nous apparaît particulièrement avisé d'avoir intégré dans cette refonte des mesures visant les projets de démonstration sans lesquels il serait difficile, voire impossible, de développer une expertise québécoise de pointe dans l'utilisation des énergies renouvelables pour remplacer les combustibles fossiles. Les projets démonstrateurs, en plus d'être de véritables vitrines technologiques, favorisent les échanges technologiques et commerciaux entre les institutions de savoir et de commercialisation et permettent une participation plus active des autres ministères liés au développement et à l'innovation. L'AQPR est donc heureuse de voir dans le projet de loi introduit la possibilité pour le ministre de délivrer une autorisation de durée limitée à des fins de recherche et pour laquelle une dérogation aux exigences normatives est temporairement nécessaire. Il en va de même pour la série de mesures concernant le fonds vert, qui constitue un pilier essentiel dans l'atteinte des objectifs de réduction de GES. Le fonds vert constitue en effet un outil financier inégalé pour soutenir la création d'une expertise québécoise de pointe, favoriser son rayonnement via des projets démonstrateurs et participer au développement d'un secteur industriel aux visées mondiales. Compte tenu de l'importance de l'enveloppe financière sous gestion, l'AQPR salue la précision des règles de gouvernance amenées par le projet de loi et la création d'un conseil de gestion. L'instauration d'une gestion par projet est également une mesure qui facilitera le suivi de l'utilisation des fonds. La publication de rapports à date fixe, utilisant des indicateurs de performance bien définis et une transparence dans le rendement des initiatives soutenues par le Fonds permettra d'en maximiser l'adhésion par la société québécoise. Nous pensons par ailleurs que la modernisation de la loi 102 sera le moment idéal pour procéder à une refonte en profondeur du PTMO-BC, le programme de traitement en matière organique par biométhanisation et compostage, ainsi qu'une refonte de la gestion du bois de démolition. La filière des biocombustibles jouera un rôle crucial avec l'électrification des transports dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. De manière à maximiser l'essor de cette filière, l'AQPR est d'avis que la création d'une société permettant la coordination des projets soumis au PTMO-BC et la facilitation de leur financement serait une idée porteuse pour les finances publiques québécoises. Les résultats obtenus par la Société québécoise d'assainissement des eaux démontrent la pertinence d'une telle mesure.
C'est pourquoi, au lieu de créer une nouvelle structure, la QPR recommande au gouvernement du Québec de confier à Recyc Québec non seulement de gérer le PTMOBC, mais également d'en revoir la mécanique afin d'en maximiser l'efficience. Le succès remporté dans le secteur du recyclage et les synergies développées avec les acteurs privés et municipaux sont autant d'éléments militants en faveur d'une telle révision. Outre le dossier de la biométhanisation, celui du bannissement de l'enfouissement et de la valorisation du bois de démolition des sites d'enfouissement, en fait leur détournement pour ne pas qu'ils se ramassent dans les sites d'enfouissement, est un autre enjeu dont la gestion devrait être confiée à Recyc Québec. Afin de réaliser un tel ajout de responsabilité, le gouvernement serait fort avisé de revoir le financement de cette organisation afin de lui donner le moyen des ambitions qu'il lui confie. Concernant la loi sur les régimes des eaux, parce que la QPR traite également la filière hydraulique, nous saluons la simplification apportée à plusieurs articles de cette loi, à savoir l'élimination d'approbation par décret pour des plans et devis d'un projet de centrale. Les publications au bureau d'enregistrement et les informations sur les droits affectés sont toujours jugées nécessaires et nous croyons qu'il s'agit d'une procédure transparente apte à faciliter l'acceptabilité sociale d'un projet. Outre un questionnement concernant la concession des droits sur les terrains du domaine public affectés par un ouvrage, nous abordons la notion d'intéressé dans le cas de requêtes concernant la démolition d'un ouvrage qui n'aurait été construit ou exploité sans droit. Nous tenons à rappeler que nos membres se font un devoir d'obtenir tous les droits requis par l'opération selon la réglementation en vigueur. Cette notion gagnerait à être balisée afin de bien circonscrire et autant dans l'intérêt de nos membres que celui du système de justice. Nous sommes aussi d'avis que le projet de loi devrait comporter une obligation ministérielle, 1, de notifier les personnes ou entreprises visées par une future ordonnance, et 2, de leur accorder un délai pour faire valoir leurs observations. Enfin, nous aimerions aborder l'enjeu de l'intégration des enjeux climatiques et du développement durable. La QPR souscrit entièrement à la volonté d'alléger le processus d'autorisation. Nous aimerions cependant souligner que les outils de marché développés par le Québec et la Californie, en l'occurrence le SPED, existent déjà. Afin d'assurer la pleine fongibilité du marché des crédits de carbone sur notre territoire, ce mécanisme devrait être privilégié par rapport à la réglementation en matière climatique. Le recours à la réglementation pourrait même avoir comme conséquence de fausser le signal de prix rattaché à l'émission des GES, lequel est envoyé aux acteurs du marché du carbone, ce qui pourrait compromettre la viabilité du SPED. La CPR rappelle que c'est ce genre d'incohérence de marché qui est à la base de l'effondrement du prix du carbone sur les marchés européens. Elle demeure également convaincue que le Québec et ses partenaires ne souhaitent pas vivre une telle situation. À propos de l'ajout de protocoles admissibles au programme de crédit compensatoire, la QPR soutient donc tout particulièrement l'idée que le ministre puisse désormais autoriser par règlement l'établissement de protocoles afin de déterminer les projets admissibles à la délivrance de crédits compensatoires. Notre association espère vivement que cette nouvelle disposition du projet de loi permettra de voir le nombre de protocoles s'accroître dès son adoption. Une telle dynamique serait un véritable stimuli pour l'économie québécoise et son dynamique secteur des énergies renouvelables et des technologies vertes. Enfin, nous suggérons d'octroyer aux porteurs de projets la prérogative de choisir eux-mêmes leur technologie pour parvenir aux résultats déterminés par le ministère en matière de réduction des gaz à effet de serre ou de tout autre contaminant. Une telle approche stimulerait l'innovation technologique tout en facilitant le traitement administratif des demandes. De fait, en établissant des critères mesurables, en convenant d'un protocole d'échantillonnage des rejets ou des nuisances, le ministère laisse aux exploitants l'obligation de choisir et d'installer la meilleure technologie permettant d'être conforme aux normes établies dans le certificat d'autorisation. En conclusion, l'ACPER appuie cette refonte de la loi sur la qualité de l'environnement qui repose sur des concepts de prévisibilité, de clarté et de simplification administrative. Nous sommes fermement convaincus qu'un régime d'autorisation regroupé et qui prendra en considération l'existence des différentes phases d'un projet d'énergie renouvelable assurera une plus grande protection de l'environnement en éliminant les interprétations et en facilitant la gestion par le ministère. En terminant, nous voulons souligner l'impact positif des projets d'énergie renouvelable dans la lutte au changement climatique et de faire valoir que cet apport doit être pris en compte, qu'il s'agisse des critères définissant les risques d'un projet, du processus d'autorisation pour des projets ayant fait l'objet d'autorisations similaires ou de l'analyse des impacts réels et appréhendés sur l'environnement. Nous vous remercions pour votre écoute et nous nous rendons disponibles pour répondre à vos questions.
Bravo, M. Semré. Vous êtes directement dans les temps. Alors, vous êtes bien pratiqué. C'était excellent. Alors, nous allons pouvoir débuter avec la période d'échange avec le côté gouvernemental et je vais céder immédiatement la parole à M. le ministre. Merci, M. le Président. Bonjour, messieurs. Merci pour votre présentation ainsi que votre mémoire. Tout à l'heure, vos commentaires sur le SPED et les risques d'une approche réglementaire faisaient référence au test climat, j'imagine? Au comment? Au test climat qui est dans le projet de loi. C'est ça votre appréhension par rapport à une approche réglementaire qui affecterait le marché du carbone? En fait, dans les faits, il y a une subtilité, il y a un équilibre à trouver entre la réglementation et d'une part, et de l'autre côté, le prix qu'on veut voir. Et donc, lorsqu'on met trop de règlements, à ce moment-là, la réglementation fait en sorte qu'on doit se conformer. Et si je ne me trompe, ça ne nous permet pas d'obtenir des crédits de l'autre côté. Donc, est-ce qu'on y va avec un prix de marché et le prix monte? Et si ça ne monte pas suffisamment, on abaisse le plafond des 25 000 tonnes et on le descend à un rythme plus élevé pour faire en sorte que c'est le marché qui va dicter et qui va faire aller plutôt que d'y aller par une réglementation. C'est parce que j'essaie de comprendre où dans le projet de loi vous voyez une menace au marché du carbone. Bien, écoutez, nous, ce qu'on vous dit, c'est que certains de nos membres ont porté cet élément-là à notre attention, de voir que d'y mettre des réglementations, c'était peut-être pas nécessairement l'approche la plus grande. Peut-être qu'on pourrait vous revenir avec en détail l'article. Parce que je m'excuse, mais je tiens juste, parce qu'on est pressé un peu dans le temps, c'est juste, mon but, c'est de vous rassurer et de rassurer vos membres, parce que le marché du carbone, et on l'analyse de cette façon-là, il n'y a rien dans le projet de loi qui a pour effet d'affecter indûment le marché du carbone. Le marché du carbone reste la pierre angulaire de la stratégie du gouvernement en matière de lutte contre les changements climatiques. Ce qu'on essaie de voir au niveau du projet de loi, avec les dispositions qui touchent la lutte contre les changements climatiques, c'est voir si justement, en amont d'un projet, d'analyse, d'autorisation environnementale d'un projet, on ne peut pas soulever les principales questions reliées à la lutte contre les changements climatiques. Puis ça va plutôt être un avantage pour la plupart des membres de votre industrie. Puis de voir s'il n'y a pas lieu de travailler avec les promoteurs de projets pour améliorer la performance climatique du projet. Ça, c'est ce qu'il y a présentement dans le projet de loi, mais il n'y a pas d'approche réglementaire à l'européenne, parce qu'on a bâti le marché du carbone Québec-Californie en fonction justement de l'expérience européenne pour éviter les problèmes. Et oui, l'approche réglementaire lourde a été un impact, mais il y avait aussi l'absence de prix plancher, l'absence de prix plafond, trop de crédits carbone dans le marché. Les protocoles de crédit compensatoire aussi étaient problématiques. Bref, il y avait une série de causes aux difficultés du marché européen. Notre marché a appris de ces défis-là. Mais je tiens juste à faire le commentaire qu'il n'y a rien dans le projet de loi, ni dans la réglementation qui l'accompagnerait, qui va indûment affecter le marché du carbone. Au contraire, c'est bâti pour le soutenir. Alors, je voulais juste... Moi, je vais avoir une question avant que mes collègues prennent le relais. Vous parlez en termes... vous introduisez une expression au niveau de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts. Vous parlez de cas exceptionnels. Ça serait quoi des cas exceptionnels, selon vous? Dire la page? Bien, j'ai un résumé devant moi. Je n'ai pas la page, mais c'est parce que vous parlez, cela pourrait être interprété comme un risque pour les financiers et les investisseurs. Dans un cas où il n'y aurait pas de balise claire d'assujettir la procédure d'évaluation et d'examen des impacts. Pardon? 31.1. Non, c'est la page dans le mémoire qu'on cherche. Des impacts sur l'environnement, des cas exceptionnels. Ça vous dit rien?
Écoutez, je pense Parce que j'essaie de définir, j'essaie de comprendre qu'est-ce que vous entendez par l'expression « cas exceptionnel ». Parce que moi, j'ai un résumé, puis c'est en guillemets, alors ça semble provenir du mémoire. Peut-être que M. Couture pourrait le préciser, mais ce qu'on veut faire référence derrière ça, c'est la notion de prévisibilité, l'importance pour les développeurs que tout soit prévisible. Et derrière ça, ce qu'il y a, je dirais, dans certains cas, on y voit le pouvoir discrétionnaire ministériel. Et derrière ça, M. Couture pourrait expliquer comment est-ce que le marché financier qui est derrière toute construction d'actifs de production perçoit ce risque réglementaire. Bien, essentiellement, faut être capable de prévoir les coûts. Donc, quand on met en place un financement de projet, c'est très rare qu'on ait toutes les autorisations en place. Donc, habituellement, c'est avant le déboisement. Et des fois, même, il y a des conditions précédentes au financement, mais on se trouve même avant le décret gouvernemental, tout dépendant du type de travaux qu'on a à faire. Et donc, l'idée là-dedans, c'est d'essayer d'avoir des balises claires pour être capable de se projeter dans le futur puis de dire, bien, regardez les autorisations. Notre projet respecte tel type de critères, on devrait être capable d'avoir toutes les autorisations normalement. Et c'est pour simplement rassurer les investisseurs. Il faut comprendre aussi des fois qu'on a des projets d'investissement dans les renouvelables qui sont assez considérables en montant d'argent. Donc, souvent aussi, il y a des syndicats bancaires qui sont impliqués dans le financement des projets, qui ne sont pas nécessairement des partenaires canadiens. Ça peut être des banques d'ailleurs. Donc, eux aussi aiment comprendre vers où s'en va le projet avant de passer l'argent. Et quand c'est clair, tout est clair, c'est plus facilitant. Et aussi, ça peut se traduire en un taux d'intérêt qui est aussi meilleur pour le projet. Donc, c'est... Parfait. Non, je comprends. C'est à la page 6 du mémoire. Mais la question, puis regardez, c'est clair, là, votre point, je le prends, je l'entends. Là, puis l'idée, c'est que là, on parle de la possibilité dans le projet de loi que le ministre prenne un projet qui serait classé à risque modéré, par exemple, et utilise son pouvoir discrétionnaire pour le propulser vers un projet à risque élevé, et donc le soumettre à la procédure d'évaluation des examens. Votre préoccupation, puis vous n'êtes pas les premiers à nous parler de ça, c'est que, bon, c'est un problème de stabilité, de prévisibilité. C'est ça que je comprends? C'est un impact par rapport à ceux qui financent, parce qu'on... Très bien, mais il faut comprendre qu'en même temps, puis encore une fois, l'idée, c'est que ça vise des cas exceptionnels, comme vous le dites, entre guillemets, dans votre mémoire. C'est pour être vu comme étant une exception. L'idée, c'est il y a eu des cas dans les dernières années où on s'est retrouvé dans une situation où la loi ne donnait pas au ministre les pouvoirs d'aller plus loin pour évaluer un projet. On peut prendre le déversement fait par Montréal dans le fleuve. Il n'y avait rien dans la loi qui permettait au ministre de dire, bon, ben, on doit regarder ce projet-là plus en profondeur. Alors, il n'y avait qu'un aspect de ce projet-là qui était soumis à l'article 22. C'est vraiment des cas exceptionnels. Ça ne doit pas être entendu comme une norme qui va être appliquée de façon continuelle. Ben, en tout cas, je prends le commentaire, mais je tenais quand même à préciser ça parce que, bon, vous n'êtes pas les premiers à nous le soulever. Mais il faut voir que quand c'est une exception, ben ça doit être utilisé aussi avec parcimonie. Ça ne doit pas être interprété comme chaque projet risque d'être soumis à la procédure s'il n'est pas dans la liste habituellement. En tout cas, je vais m'arrêter ici. Monsieur le Président, merci. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a des députés qui désirent de la partie gouvernementale? Député de Masquinongé, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, messieurs, bonjour, bon après-midi et bienvenue parmi nous. Écoutez, dans votre mémoire, vous faites effet
de la refonte du programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage. Et j'aurais quelques questions à ce sujet-là. Avec l'expertise que vous avez dans le secteur et surtout avec les contacts et les connaissances que vous avez avec les gens des autres pays, dont en Scandinavie, tout ça, où le biogaz est présent dans la vie quotidienne des citoyens là-bas, j'aimerais savoir, quand vous me parlez de refonte, quel type de refonte et comment vous voyez cette refonte-là au niveau toujours de la biométhanisation? Bien, je pense que ce qu'on entend par refonte, c'est dans un premier temps dans la façon dont le financement est prévu. Si le programme a été fait à l'époque de façon à ce que on dirige directement le choix que c'est une municipalité qui doit être le propriétaire des actifs. Or, on a eu plusieurs municipalités et certains regroupements de municipalités qui nous ont contactés là-dessus et de dire, bien, vous savez, nous, on a un contrat avec une entreprise et on est bien heureux de ça. Et finalement, on n'en veut pas vraiment de cette infrastructure. On aimerait ça plutôt que ça soit fait par un partenaire avec lequel on a des atomes crochus. Mais de l'autre côté, le financement n'est pas le même. Donc, dans un premier temps, on passe d'un financement aux 2/3 à un financement au 1/4. Donc, ça, c'est une des modifications possibles. Deuxième chose, c'est quand on voit la façon dont est dessiné le financement. Le financement est fait par décaissement progressif et sous dépôt de rapport, et le décaissement va être fait tout près d'un an plus tard de chaque phase, ce qui sous-entend des frais de financement supplémentaires qui peuvent gonfler de 15 à 20 % le coût des projets. Et c'est là qu'on a amené l'idée de s'inspirer de l'ASQUA à l'époque où le Québec a mis en place plusieurs usines d'épuration des eaux, et avoir une petite équipe flexible qui comprend et d'être capable d'avoir un financement et des gens qui sont compétents, et finalement de venir restreindre les frais liés au coût du financement. Déjà là, c'est une économie au sein du programme. Et dernière chose, je vous dirais que l'important, c'est également d'avoir une communication fondamentale en amont. Les projets qui ont fonctionné, puis les pays dans lesquels on a vu la biométhanisation livrée complètement, puis prendre l'ampleur du volume qu'elle peut le faire, c'était des pays où il y a eu une communication incroyable qui a été faite auprès de la population. On a parti également des programmes dans les écoles pour embarquer les jeunes, tout comme on l'a fait avec les programmes de recyclage. Il y a une grande similitude. Donc, du bac bleu passé au bac brun, il n'y a qu'un pas, mais il y a une grande campagne de publicité à faire, parce qu'à partir du moment où l'usine, elle est dessinée, elle va être dessinée en fonction de son approvisionnement et de la caractérisation de ce qui entre dedans. Et c'est fondamental d'avoir cette caractérisation, de pouvoir la modéliser dans le temps pour choisir la bonne technologie avec le bon type de bactéries et la bonne température d'opération. Et donc, ce sont des éléments fondamentaux. Et c'est pour ça que nous, on pense qu'on ne va pas dédoubler les structures. Il y en a une qui existe, elle est là, elle fonctionne, elle a donné des bons résultats. Elle a même des avoirs, des fonds propres qui est Recycle Québec. Mais on pense que l'équipe qui est là devrait être cet acteur-là qui vient coordonner, qui vient faciliter, et non pas au sens de société d'État qui va s'acheter une flotte de camions de poubelles, qui va s'engager une flotte d'éboueurs et qui va ramasser le tout, mais davantage quelqu'un qui est un acteur qui va faciliter, qui va coordonner et faciliter la réalisation des projets et la communication à la société. Si j'ai bien compris, je vais juste récapituler votre réponse, parce que j'avais des questions sous-jacentes, mais vous avez fait une longue réponse. Si j'ai bien compris, vous verriez un plus grand rôle de la Société de l'État qui est Recycle Québec à titre d'accompagnateur dans les différents projets. Et j'ai compris à travers votre réponse que vous seriez ouvert et même que vous verriez d'un bon œil d'avoir une plus grande place au secteur privé dans ces divers projets. Là, je semblais en début de réponse que ce serait ça. Et vous savez, Masquinongé, c'est un comté, le plus beau comté au Québec, ils vont tous vous dire ça, mais le mien, dans le cas, c'est vrai. Mais c'est un comté qui est très agricole, et j'aurais une question pour vous, si vous verriez des opportunités pour les gens du monde agricole dans des projets comme ça. Ah, tout à fait. Ça fait d'ailleurs partie des représentations qu'on a fait au travers le temps dans ce programme-là. C'est pour ça qu'on souhaiterait voir une refonte, mais il va arriver des cas où ça peut être une CUMA,
regroupement de producteurs qui se font un biométhaniseur, une société de biométhanisation, qui amène les intrants et qui vont les épandre au champ. Mais dans cette même région-là, il peut y avoir un petit village où il y a 500-600 personnes. Et là, de la façon que le programme est conçu, les résidus, les matières putrescibles de ces 500-600 personnes-là vont devoir aller très loin pour aller se faire traiter. Et donc, quand, dans le fond, ils pourraient être traités localement. Et donc, derrière ça, il y a une émission supplémentaire de gaz à effet de serre. Il y a des coûts supplémentaires liés au transport. Quand je pense qu'il y a un niveau de proximité et d'efficacité, et encore là, le principe de subsidiarité qui est dans les principes du développement durable, à l'effet de dire celui qui est le plus proche, qui est le plus apte à le faire, bien qu'il le fasse. Tantôt, ça sera par une coopérative. Tantôt, ça sera par une entreprise que du dynamisme auquel tout le monde s'associe. Tantôt, ça sera par une municipalité. Mais je pense que tous les milieux ne sont pas les mêmes et il faut laisser au milieu le soin de choisir la structure qui va être la plus dynamique. Merci, Monsieur le député de Masquinongé. Ceci met fin à la période d'échange avec la partie gouvernementale. Vous allez maintenant avoir une période d'échange avec l'opposition officielle et je cède immédiatement la parole au député de Jonquière. La parole est à vous. Oui, alors bonjour, Monsieur Couture, Monsieur Samret. Ça fait plaisir de vous recevoir ici. Votre mémoire est très intéressant et effectivement, comme vous le dites vous-même, vous représentez l'industrie des énergies renouvelables. Alors, c'est un moteur important du passage, de la transition énergétique qu'on doit faire, notamment dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques. Maintenant, j'aimerais vous entendre davantage sur les pouvoirs discrétionnaires accrus que le ministre donne au ministre à l'intérieur du projet de loi 102. Vous représentez l'industrie, donc vous représentez des entreprises qui ont des projets d'énergie renouvelable, des projets de centrales, d'éoliennes, etc. Et on a eu quand même ici des représentations assez fortes, assez puissantes, là, entre autres le Conseil patronal de l'environnement, le Barreau du Québec, la Fédération des chambres de commerce, qui se sont toutes inquiétées du pouvoir discrétionnaire accru que le ministre s'accorde dans le projet de loi 102. Alors, j'aimerais ça vous entendre également là-dessus. Écoutez, je pense que je vais reprendre ce que Monsieur mon président a expliqué. Ce qui est important, c'est la prévisibilité. C'est un des piliers fondamentaux de la refonte et pour nous, c'est très important. Quand on a à présenter des projets à la population, les citoyens doivent vraiment, ils en font partie intégrante, deux, ils sont là dès le début, mais ils doivent bien comprendre quelles sont les différentes étapes à venir et à chaque fois qu'il y a une boîte noire avec ce qui n'est pas écrit noir sur blanc dans la loi, donc quand arrive un pouvoir discrétionnaire, ben c'est une boîte noire avec un point d'interrogation. Et donc les citoyens ont des questions là-dessus et il y a des moments où les réponses ne peuvent pas être blanches ou noires et ça amène un petit peu de questionnement dans la population. Et comme l'a expliqué M. Couture, quand arrive le temps de financer les projets, c'est la même chose. Et lorsque les financiers ne sont pas capables de suivre un diagramme, un arbre décisionnel, et qu'ils arrivent dans une case avec un point d'interrogation, mais pour eux, il y a un risque. Et quand il y a un risque, que ce soit un prêteur institutionnel québécois, une caisse de retraite, qui soit canadien, lorsqu'on va dans la région de New York se faire financer également, ou en Europe, tous ces gens-là ont appris avec les mêmes textbooks, ils ont les mêmes techniques d'analyse, qu'ils soient publics, privés, des fonds souverains, tout le monde a les mêmes livres d'analyse. Et donc, quand ils voient une boîte avec un point d'interrogation, ça coûte plus cher parce que c'est un risque et ça relève des interrogations sur est-ce que vous allez être capable de contrôler les coûts et d'arriver dans les délais avant d'avoir des pénalités. Donc, ce que je décode bien ce que vous nous dites en comprenant que les pouvoirs discrétionnaires nouveaux accordés au ministre via le projet de loi 102 sont au fond cette boîte avec un point d'interrogation et vous souhaiteriez que
nous profitions de l'étude du projet de loi 102 pour les baliser davantage, pour donner plus de prévisibilité, pour reprendre votre expression, parce que c'est un facteur fondamental dans le développement économique, et ceux et celles qui ont des projets, par exemple, comme vous, d'avoir de la prévisibilité pour être capable d'aller chercher du financement, d'aller lever du financement, etc. Donc, vous souhaitez que les pouvoirs discrétionnaires nouveaux, je peux vous en donner des exemples, l'article 24, 28, 29, 31.0.6 dans le projet de loi 102, puis il y en a d'autres, mais que ça ne soit pas discrétionnaire total, là. Donc qu'on soit capable de baliser davantage. Effectivement, c'est exactement ça. Un des points aussi, ici, on parle d'un projet de loi spécifique, la loi sur la qualité de l'environnement. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a d'autres choses. On a un peu la même chose au niveau des droits fonciers avec le ministère des Ressources naturelles. Il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres éléments aussi dans un projet. On a le droit autochtone. Après ça, on a les droits fonciers. On s'ajoute le droit, tout ce qui est environnemental, CPTAQ, etc. Donc, quand on parle d'avoir les autorisations complètes d'un projet, pas juste non plus un papier, mais aussi une certitude, quand je reviens un peu aux droits autochtones, ça manque beaucoup de travail, puis il y a toujours un peu de zone grise. Ce qu'on veut, c'est d'être capable de pouvoir dire à nos gens, nos financiers, nos partenaires de projet, parce que c'est pas juste non plus des financiers. On parle, des fois, on est avec des municipalités, des Premières Nations dans nos projets. On s'en va où? Comment qu'on peut obtenir toutes les autorisations pour avoir un projet qui est 100% conforme à la réglementation, que ce soit provincial, fédéral ou municipal. Parfait. Donc, c'est simplement c'est ça. Je comprends bien. Merci. J'aimerais maintenant vous entendre davantage sur le fonds vert, la gouvernance du fonds vert, parce que votre industrie est susceptible de pouvoir se qualifier, par exemple, dans des soutiens via des programmes en lien avec le fonds vert, que ce soit du côté de l'environnement, du côté des transports, par exemple, ou en d'autres, du côté d'énergie, ressources naturelles, par exemple. Alors, j'aimerais ça vous entendre un peu plus, parce que vous savez qu'il y a eu quand même des critiques importantes. Le ministre veut s'y attaquer avec un comité de gestion, puis avec une meilleure gouvernance, puis une meilleure édition de compte du fonds vert. Alors, moi, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Comment vous voyez ça? Premièrement, à quoi vous butez présentement si vous faites appel au fonds vert? Et qu'est-ce que vous souhaiteriez voir apparaître dans la loi pour trouver le juste équilibre entre une saine gestion que nécessite la gouvernance, la saine gouvernance des fonds publics, et également la question de pouvoir utiliser ces fonds-là à la lutte au changement climatique? Je vous dirais que je vais vous référer au mémoire qu'on a présenté en commission sur le projet de loi 106, où on a fait une analyse des différentes autres grandes organisations qui font la gestion de la transition énergétique. Je pense qu'un un rapport annuel qui est très parlant, c'est celui de Enova, qui est finalement l'agence norvégienne de la transition énergétique. Et pour moi, c'est ce genre de mémoire-là de rapport qui est comme très clair. Où on a des indicateurs, on a du mesurable, on a les différents types de projets. Donc, c'est pour ça qu'on parle de gestion par projet. Donc, nous, on verrait très bien, donc, dans les procédés industriels, une enveloppe de X, et voici comment c'est évalué. Dans le secteur de transport, réduction des produits pétroliers et nommons-les, ce sont des grands portefeuilles. À l'intérieur de ces portefeuilles-là, il y a des projets. Mais les indicateurs avec lesquels les projets sont évalués sont connus et les ratios qui sont recherchés sont connus et le tout est publié annuellement sur l'ensemble de qui a obtenu des fonds et ce qui a été rendu public. C'est ce genre de réduction de compte-là. On n'a pas besoin d'avoir 74 indicateurs. Quand on en a trop, c'est comme si on n'en a pas. Mais d'en avoir et en avoir des bons. Et moi, je vous invite à titre de législateur à regarder cet exemple-là. Mais vous avez déposé, vous nous disiez que vous nous référiez aussi aux mémoires que vous avez déposées au projet de loi 106, c'est ça? Lors de l'étude, entre autres, sur le volet de transition énergétique du Québec. Tout à fait.
OK. Mais est-ce que je dois comprendre que vous souhaiteriez que l'ensemble du Fonds vert soit géré par une seule instance, comme par exemple Transition énergétique Québec, ou par différents silos, entre guillemets, là, ou différentes instances? Ça vous convient également? Moi, je vous dirais que quand il y a des fonds publics, ils doivent être utilisés à bon escient et les critères de leur gestion doivent être clairs, autant pour ceux qui font une demande que ceux qui ont des comptes à rendre. Qu'on le sépare en un ou deux, regardez, c'est quand même plus simple quand c'est coordonné à un endroit. Il y a un bureau pour appliquer et c'est nettement plus simple et la reddition de compte, elle est également plus simple. Messieurs, malheureusement, ça met fin à la période d'échange. Il reste une dernière période d'échange avec la deuxième opposition et je cède la parole au député de Masson. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous savez, on a très peu de temps, nous, donc on va y aller directement avec les questions. À la page 7 et à la page 22, là, vous mentionnez à deux endroits là, de revoir les impacts réels d'une activité sur l'environnement et sur les émissions de gaz à effet de serre devrait être le principal critère. Puis tout à l'heure, le groupe Canard Illimité sont venus nous dire aussi qu'ils voudraient voir une catégorie d'impact positif. Dans le fond, ce que vous mentionnez, c'est que le critère d'impact sur l'environnement est absent de la liste proposée par le ministère. Puis, dans le fond, ça devrait prévaloir. Je ne sais pas si vous voulez en dire un peu plus là, pour confirmer votre point. Je vous dirais à titre d'exemple, quand on va progressivement remplacer les centrales au diesel dans le territoire du Plan Nord et les réseaux autonomes, on a là des centrales qui utilisent du diesel, qui peuvent avoir des déversements, qui émettent des GES, mais qui sont là, qui ont leur permis d'opération. Et lorsque vient le temps de les remplacer par des technologies renouvelables, ces filières-là vont être soumis à une classification qui sont pour le moment des risques modérés avec tout ce qui s'ensuit. Or, pourtant, la solution nouvelle est nettement mieux que celle qui était là avant. Alors, pour nous, il y a un certain niveau de cohérence et plus le niveau d'évaluation et d'enquête et de dépôt et de tout ça est internalisé dans le coût de l'énergie qui va être vendue. Là. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Effectivement. Puis ça, si on recule, en fait, ça nous amène aussi à ce que vous avez mentionné à la page 21 de votre mémoire. Dans le fond, vous mentionnez, puis c'est ce qui avait été mentionné aussi dans le cadre du livre vert, là, la fameuse fast track. Là, vous parlez qu'il devrait avoir un allègement de processus d'autorisation. Donc, c'est exactement en lien avec l'exemple que vous venez de nous fournir. Tout à fait. Quand on est rendu à évaluer le 36e projet éolien, est-ce qu'on est obligé de recommencer comme si c'était le premier? Non. Allons-y avec à la page 24 de votre mémoire. Dans le fond, j'ai bien aimé tantôt, vous l'avez mentionné dans vos remarques préliminaires, là, qu'il manque de crédits compensatoires ici au Québec, comparativement avec la Californie. Puis ça peut expliquer aussi pourquoi, dans notre plan de réduction des gaz à effet de serre, ici, on prévoit, en fait, on doit réduire de 25 mégatonnes de nos gaz à effet de serre par année, puis on prévoit d'en faire 15 mégatonnes en sol québécois, puis d'aller en acheter 10 mégatonnes sur le marché du carbone. Donc, ce que vous dites, c'est qu'en mettant plus de protocoles de crédits compensatoires, bien, on aurait un meilleur accès pour nos entreprises innovantes québécoises. Puis, dans le fond, vous voyez ça d'un bon œil. Je ne sais pas si vous voulez mentionner à quel point ça peut être positif pour votre groupement. Bien, moi, je pense que le marché du carbone, plus on y signe de provinces, de territoires et d'États américains, mieux c'est parce que plus ça grandit le système. Mais il ne faut pas oublier que c'est un énorme moteur de développement économique également que ces technologies qui se développent sur le territoire parce que quand elles sont là, elles peuvent par la suite s'exporter. Donc, moi, j'apprécie le fait de pouvoir aider les voisins, mais j'apprécie encore plus quand on peut s'aider nous-mêmes. Donc, le fait de pouvoir générer les crédits chez nous, le fait d'avoir des projets de démonstration et d'oser essayer des choses, c'est nettement plus stimulant parce que chaque énergie qui sera produite ici ne sera pas importée et même si elle est produite à coût égal ou un petit peu supérieur, l'effet macroéconomique qu'elle aura au Québec sera nettement supérieur. Donc, aider les voisins, c'est bien. Quand on peut le faire, s'aider soi-même, c'est encore mieux. Super. Ce qui nous amène exactement en lien avec ce que vous mentionnez à la page 27 de votre mémoire. Dans le fond,
Le projet de loi introduit la possibilité pour le ministre de délivrer une autorisation à durée limitée à des fins de recherche. Puis dans le fond, l'objectif, c'est de ne pas freiner l'innovation. On veut favoriser des échanges technologiques et commerciaux. C'est un autre sujet que j'affectionne particulièrement. Je ne sais pas si vous voulez en mentionner un peu plus. Oui, mais écoutez, on va souvent se buter quand arrive le dépôt l'essai d'une nouvelle technologie et de se faire dire « Ouais, bien, on n'a pas de données là-dessus. Vous savez, c'est écrit dans une langue qu'on ne connaît pas. Nous, c'est soit en français ou en anglais, mais les autres langues, on ne connaît pas ça. Et donc, c'est risqué, c'est très dangereux. Et donc, non, vous n'aurez pas de certificat là-dessus. » Et le fait de dire « Écoutez, là, les pays auxquels on fait référence, ils sont... pays de l'OCDE, ils ont un grand niveau de scolarité, de capacité d'ingénierie, et je ne pense pas qu'il y a aucun gouvernement qui veut empoisonner sa population. Donc, ce faisant, si ça fonctionne dans ces pays-là, on devrait, à tout le moins, l'essayer et en faire des projets pilotes et apprendre de ça plutôt que de dire « Ah non, il n'est pas question, on ne l'a jamais fait, donc parce qu'on ne l'a jamais fait, on ne le fait pas. » Parce qu'on ne le fait pas, ben on perd des opportunités technologiques, on perd des façons d'améliorer notre environnement. Très bien. Je ne sais pas si votre collègue avait quelque chose d'autre à rajouter. Ou... Non, je pense que ça complète. Ça complète? Bien, moi, ça complète mes questions aussi. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le député de Masson. Alors, ça complète la période d'échange. Je vais suspendre les travaux quelques instants pour permettre au troisième groupe de prendre place.